Henri sait, lui, que le Cap Bojador n'est pas la fin de l'Afrique. Il attend le moment où enfin on arrivera en Guinée. Il songe en regardant l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, qui est à l'époque, aussi bien dans les pays chrétiens que dans les pays d'islam, l'océan interdit. La navigation y est dangereuse, il a mauvaise réputation, il a englouti, l'histoire le raconte et tout le monde le croit, il a englouti un continent, c'est un mauvais océan. Il est la proie de forces du mal. Les Arabes y interdisent la navigation au point que tout homme qui y va naviguer se voit privé de ses droits civiques. Et pourtant Henri se dit, et s'il y avait là quelque chose? Mais il n'ose y envoyer personne jusqu'au jour où il voit un de ses marins, un de ses confidents, un des meilleurs, Cabral, à qui il demande, veux-tu essayer? Et Cabral a un recul, mais Henri lui dit, si tu essayes, je te promets que de leur vie, ta femme et tes enfants ne manqueront de rien. Veux-tu le faire pour moi? Et Cabral accepte. Il marche vers l'ouest. Oh, il n'ira pas loin. Il fera quelques centaines de milles et il va rencontrer les Açores. Oh, les Açores ne seront pas conquises rapidement. Il va falloir plusieurs années pour qu'elles apparaissent sur la carte. Elles ont été sur la carte en 1439 et elles ont été découvertes de 1427 à 1432. On y est allé doucement. Pourquoi? C'est que c'est un pays épouvantable. C'est là que se forment les tempêtes qui affectent l'Europe. C'est l'endroit où les cyclones se font et se défont. C'est encore actuellement une mer épouvantable où les navigateurs solitaires se perdent fréquemment. C'est vraiment l'endroit où les navigateurs autour du monde ont perdu le plus de leurs équipiers. C'est un endroit affreusement dangereux. Cabral a peur, il revient. La dynastie d'Avis bat de l'aile, elle veut se donner du prestige, et elle décide, ayant pris Ceuta, de prendre la ville voisine de Tanger. Une expédition est organisée qui, cette fois-ci, sera commandée par Henri. Il sera accompagné de son frère Fernando. Et là se situe un des épisodes les plus tragiques, probablement, de l'histoire des monarchies européennes. Henrique est fait prisonnier en tentant de s'emparer de la citadelle de Tanger. Ah, il a voulu à Tanger recommencer l'exploit du jeune homme qui s'était emparé de Ceuta, mais voilà, maintenant les morts sont prévenus. À Ceuta, c'était la surprise, personne ne les attendait à Tanger, on les attend. Et les morts sont vaillants, ils se battent, et ils se battent tellement bien qu'ils gagnent et qu'ils font prisonnier le chef de l'expédition. Bien sûr, leur chef à eux est prisonnier aussi. Alors on va échanger. Le chef va donner son neveu et Henrique va donner son frère. Son frère Fernando, son frère qu'il aime. Et il ne le reverra jamais. Car ce frère, jamais les morts ne le rendront. Il va aller de prison en prison, transporté en cage, montré aux populations pour bien prouver que les Portugais ne sont pas aussi effrayants. N'oublions pas que c'est le début de la reconquête en Espagne. N'oublions pas que c'est le début de la reconquête au Portugal, qu'il faut absolument rassurer les populations maures. Non, les Européens ne sont pas invincibles. Et on va promener ce malheureux de prison en prison jusqu'au jour où il mourra. Et ceci sera profondément reproché à Henrique. C'était lui le prisonnier. Et il a donné son frère qu'il aimait. Et à partir de ce moment, l'homme devient intouchable. Il a honte, il se hait, il se déteste. Il n'est plus tourné vers lui, il ne pense plus à lui, il ne pense plus guère qu'aux découvertes qui peuvent agrandir le Portugal. Et de plus en plus, il va s'isoler du gouvernement du Portugal. C'est d'autant plus facile que la dynastie dont il est issu va disparaître. Les Avis n'ont plus personne pour les représenter. Henrique refuse. Fernando est prisonnier. Il reste un enfant de 14 ans, qui évidemment va être comme plus tard le roi d'Angleterre, succédant à Henri V en France. Le roi Henri VI va être un enfant aux mains de ses barons. Le roi de Portugal va être un enfant aux mains des Bragances. Et la dynastie va changer. Henrique ne va plus être rien aux yeux de l'État portugais. Il va tout de même rester le sage. Cette école de Sagres, ce port de Lagos, va tout de même gagner vers la côte africaine.
Et voilà qu'on découvre enfin ce qu'attendait Henri depuis si longtemps. On découvre le courant des Canaries. On a prouvé que ce courant était permanent et qu'il descendait vers les îles Canaries et qu'il tournait vers l'ouest. On découvre que ce vent permanent, la mousson portugaise, s'ouvre comme un éventail et va aller vers l'ouest. On commence à découvrir le vent alizé. Et des hommes vont partir en suivant ce vent et en suivant ce courant. Alors, ils vont toucher des terres. Des terres. Sont-elles vraies? Sont-ce des mensonges? En 1448, on trouve une terre qu'on appelle l'île authentique. Et on n'arrive pas à la situer sur la carte maintenant encore. Le seul endroit où on puisse la situer, eh bien, ce serait que les Portugais, et oui, ils l'ont fait, aient traversé l'Atlantique. Et ont découvert cette gigantesque avancée du continent sud-américain vers l'Europe, qui correspond à ce golfe de Guinée qu'on veut essayer d'atteindre, et qui est la pointe ouest du Brésil. Eh oui, l'île authentique, c'est certainement le Brésil. Et presque 150 ans en avant, on a découvert la côte du Brésil. Et on l'a pris pour une île. La description est tellement frappante dans les récits des voyageurs qu'on ne peut plus maintenant douter. Il y a même une île qu'on a appelée Antilla. Et ça devient une espèce de dérision au Portugal. Quand quelqu'un est fou, on dit il est allé à Antilla. Et c'est devenu le synonyme de menteur. Ceci nous rappelle quelque chose. Pauvre Pythéas, qui avait découvert la banquise et qu'à Marseille, on a traité de menteur. On a tort d'avoir raison trop tôt, et ces Portugais avaient eu raison trop tôt. Et ces hommes continuent de plus en plus bas, ils font du cabotage. Ils descendent, et les voici arrivés, devant un grand fleuve. Et on fait prisonnier à ce moment-là un chef. Il s'appelle Adahu. Et on l'emmène au Portugal. Et Adahu raconte des histoires extraordinaires. Il raconte que le Nil, ce Nil, fleuve qu'on connaît en Égypte, pour aller du sud au nord, il commence sa course dans l'Afrique du Centre, où il y a des mers intérieures. Des mers intérieures, écoutez-moi bien, souvenez-vous qu'il est vrai que le Nil prenne sa source dans les lacs d'Ouganda, dans les lacs au bord de l'ex-Congo belge, de l'actuel Zaïre. Et il dit que ce Nil, au début, part vers l'ouest. La même erreur que commettront au XIXe siècle Livingstone et Stanley, de prendre le Congo pour les sources du Nil. Et comment se fait-il qu'Adahu connaisse si bien l'intérieur de l'Afrique? Mais c'est qu'en Afrique, la traite existe, l'esclavage existe, et que les Africains, les Maures, vont chercher les Noirs du centre de l'Afrique et les réduisent en esclavage. Alors, les capitaines portugais se disent, là voilà la fortune, la main-d'œuvre manque, et voilà qu'en face de la côte du Sénégal, tout près de l'endroit où va se trouver plus tard Dakar, puis Gorée, on emmène 100, 200 esclaves noirs qu'on ramène au Portugal pour les vendre. Grande liesse à Lisbonne, grand marché, la première fois qu'on vend des esclaves noirs, et on commence à adjuger, on commence à montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont costauds, qu'ils pourront faire les besognes qui sont demandées. Et l'enfant Henri est à son balcon, et il regarde. Et tout d'un coup, une tempête de sanglots se met à courir sur le marché. Ce sont les enfants qui hurlent parce qu'on les sépare de leur mère. Ce sont les femmes qui pleurent, qui se roulent sur le sol parce qu'on les sépare de leur mari. Ce marché d'esclaves a probablement été un déclenchement définitif dans l'esprit d'Henri le Navigateur. Henri le Navigateur était un savant et un poète. S'il entrevoyait comment sa science pouvait engendrer l'action, il n'agissait pas lui-même. Et là, devant ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'on va vendre devant lui, il réalise brutalement quel effet sur des hommes peut avoir l'application de sa science. J'ai vu ça une fois dans ma vie, quand on est venu annoncer à Frédéric Joliot-Curie l'explosion de la bombe atomique. Depuis des années, il avait peur de la réaction en chaîne. On ne savait pas ce que ça serait. Est-ce que l'atmosphère allait s'enflammer et la Terre serait détruite? Oppenheimer a découvert la masse critique dans laquelle ça s'arrête. Mais ça explose. Et quand on a annoncé devant moi, à Frédéric Joliot, l'explosion de la bombe d'Hiroshima, le savant de laboratoire qu'il était a brusquement vu ces hommes et ces femmes qui étaient morts, dont l'ombre restait sur le sol et dont le corps avait disparu. Il est devenu blanc comme un linge. Il s'est levé, il était à notre table, et il est tombé évanoui. C'est probablement ce qui s'est déclenché
dans l'esprit d'Henri. Le savant, le poète, est devenu un homme. Et l'enfant descend dans la foule. Et il dit arrêtez. Et la foule s'arrête. Et il dit attention, ce sont des fils d'Adam, comme nous-mêmes. Et nous n'avons pas le droit de les vendre. Et le Portugal va s'opposer dès maintenant, le 15e siècle, à la vente d'hommes, car ce sont des hommes. Et voilà pourquoi les colonies portugaises dureront si longtemps. C'est que l'infant Henrique donne comme instruction formelle, et les rois qui suivront leur oncle donneront la même instruction. La colonisation doit être chrétienne. Vous n'avez pas le droit de vivre en concubinage avec une femme. Vous devez l'épouser. Les enfants que vous aurez d'elle seront des enfants normaux, seront des enfants reconnus. Ils auront la nationalité portugaise. Ce seront des Portugais comme les autres. Et les esclaves noirs qu'on a libérés, qu'on n'a pas vendus finalement, ont la liberté ou bien de rester au Portugal. Et un grand nombre resteront. Ils sont éblouis par les vêtements. Les vêtements les séduisent complètement. Et un grand nombre, plus de la moitié, vont rester au Portugal, vont faire souche au Portugal. Les autres sont repartis. Henri l'avait fait sans aucun calcul. Et voilà que ça va lui rapporter. Ça va lui rapporter la conquête du Sénégal. En effet, lorsque ces hommes, ces Africains reviennent, ils sont accompagnés par un capitaine portugais qui s'appelle Juan Fernandez.